Et bienvenue dans votre ultime rendez-vous. C'est derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo et qui fait sens. On va se rendre aujourd'hui au Proche-Orient avec un cliché que nous ramène Claire Duhamel, qu'on a l'habitude de voir dans le petit écran parce que vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Claire. Vous avez enquêté pour nous. Il y a un reportage long format qui va sortir sur nos antennes, je crois, à la mi-mars. Vous êtes en train de le préparer. On va commencer à en parler ensemble. On regarde l'image peut-être pour commencer. Racontez-nous ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous raconte comme histoire surtout. Alors cette image, on l'a prise avec mon collègue Mohamed Farhat il y a 3 semaines environ, au pied du mur en Cisjordanie, entre Jérusalem-Est de l'autre côté du mur et puis la ville d'Al-Ram qui est à proximité de Jérusalem. On peut voir sur l'image qu'il y a des dizaines de silhouettes qui sont en train de monter sur une échelle en bois. Et ça illustre en fait un phénomène sur lequel on voulait enquêter, qui était le phénomène des travailleurs palestiniens illégaux en Cisjordanie. Alors pour bien situer, il faut se rappeler qu'avant le 7 octobre, il y avait environ 120 000 Palestiniens qui avaient des permis leur permettant d'aller travailler légalement en Israël. Dès le 7 octobre, Israël a totalement annulé ces permis. Et face à la crise économique, beaucoup de Palestiniens ont fait le choix du travail clandestin. Et c'est ainsi qu'on arrive à ce genre de scène, des Palestiniens qui escaladent le mur littéralement. Alors il y a plusieurs détails qui sont importants sur cette photo. Déjà sur le mur, en arabe, il est écrit « Mamnour el-Taswir », ce qui veut dire interdiction de photographier. Et ça permet d'expliquer un peu le contexte de ces photos. Vous voyez que les visages, on les a floutés. En fait, les Palestiniens, les passeurs qui contrôlent cet accès, nous ont donné l'autorisation de le filmer, mais ça restait quelque chose de très sensible. Les Palestiniens qui sont là nous disaient qu'ils acceptaient de nous parler, mais ils avaient très peur et ils voulaient surtout pas être vus et reconnus en train de faire quelque chose d'illégal. Malgré cela, eh bien, beaucoup avaient envie de témoigner et donc on a pu travailler, on a pu filmer là-bas. Et vous pouvez voir au niveau du sol que le paysage est très délabré et c'est aussi un bon symbole de ce que c'est que la Cisjordanie aujourd'hui. C'est une sorte de terrain vague cet endroit alors qu'on est littéralement aux portes de Jérusalem. Et puis enfin, dernier détail, on voit ici sur la droite de l'image un drapeau palestinien. Alors il faut savoir que brandir un drapeau palestinien dans ces quartiers à proximité de Jérusalem, c'est illégal, mais qu'on voit quand même parfois quelques symboles des Palestiniens comme ici sur ce tag. Vous avez fait le choix de nous raconter la Cisjordanie occupée par ce biais. On a l'habitude de la violence, de la thématique de la colonisation. Là, vous avez choisi un angle économique. Pourquoi ? Alors, l'idée de base partait de cette scène parce qu'on avait déjà vu à plusieurs reprises des Palestiniens franchir ce mur. Moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours tout de suite surpris et je voulais savoir pourquoi on pouvait prendre ces risques puisqu'ils risquent littéralement de se faire tirer dessus par l'armée israélienne. Et en fait, en creusant un petit peu, on comprend mieux ce que ça signifie concrètement qu'une crise économique sur une société, sur une population. Le taux de chômage en 2025, on a eu le dernier chiffre, en Cisjordanie occupée, il est de 27,5%. Une personne sur 4 est au chômage. C'est à peu près 2 fois plus qu'avant le 7 octobre 2023. Les gens nous l'ont dit sincèrement sur le terrain, nous ont dit qu'ils faisaient cela parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils devaient nourrir leur famille et que s'ils savent qu'en Israël, ils peuvent gagner jusqu'à 3 à 4 fois plus qu'en Cisjordanie occupée. C'est pour ça qu'ils font ce choix-là. Et puis ce reportage, il nous permet aussi de montrer ce que c'est que l'interdépendance de deux économies, en l'occurrence l'économie israélienne et palestinienne, puisque Israël dépendait de cette main-d'œuvre palestinienne, dépendait de ses ouvriers et a dû apprendre à faire sans. Et les Palestiniens, évidemment, dépendaient de ces travaux pour pouvoir ramener un salaire plus conséquent et nourrir leur famille en Cisjordanie. Vous voyez ce salaire moyen en Cisjordanie occupée qui est finalement dérisoire. Projet d'annexion porté par le gouvernement israélien. Comment c'est vécu ça au quotidien par les Palestiniens que vous avez rencontrés et que vous rencontrez régulièrement sur le terrain ? Alors les Palestiniens, ils nous disent depuis des années qu'ils ressentent que la politique israélienne, c'est une politique du fait accompli et que la question de l'annexion de la Cisjordanie, c'est quelque chose qui est en cours et ce depuis des décennies, puisque la violence des colons à leur encontre s'aggrave tous les ans. Cette année, on parle de 500 000 colons environ dans les territoires palestiniens occupés et certains des groupes de colons parmi les plus radicaux, comme par exemple le groupe des Jeunes des Collines, ont revendiqué il y a quelques semaines
semaines, 60 attaques en un mois contre une trentaine de villages palestiniens. Le fait que ces groupes revendiquent ces attaques, les assument, c'est un changement clair dans le narratif des colons israéliens. Ce groupe a appelé ce communiqué le bilan de la lutte contre l'ennemi arabe. Les mots sont dits très clairement. Et dans ce contexte-là, beaucoup de Palestiniens nous disent que l'annexion, ça leur fait très peur, puisque ça veut dire vivre durablement avec ces colons israéliens en Cisjordanie. Mais il faut dire qu'on entend aussi parfois une autre voix qui est un petit peu plus rare, un petit peu plus discrète, de Palestiniens qui disent que eh bien, s'il doit y avoir une annexion, peut-être que cela pourra quand même améliorer leur vie quotidienne. C'est quelque chose qu'on entendait surtout avant le 7 octobre 2023. Il faut bien se rendre compte que les Palestiniens n'ont aucune liberté de mouvement, de voyage et des restrictions de manière générale de leur liberté, aussi à l'intérieur de l'autorité palestinienne. Et certains nous disaient que dans la mesure où ils ne croient plus en l'idée d'un État palestinien, eh bien, si l'annexion à l'échelle individuelle, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie, eh bien, peut-être que finalement, c'est ce qu'ils souhaitent. Alors ça reste minoritaire et de moins en moins dit depuis le 7 octobre 2023. Néanmoins, c'est aussi comme ça qu'on comprend les nuances de la société palestinienne. Parlons de votre travail, du travail des journalistes étrangers. Comment on évolue en Cisjordanie occupée? Vous me disiez tout à l'heure, on a eu l'autorisation de les filmer à condition que les visages soient floutés, qu'on ne les reconnaisse pas. C'est compliqué. Alors moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille en Israël-Palestine, donc j'ai vu au fil de ces années l'évolution et les changements des mentalités des gens, notamment lorsqu'ils voient une caméra. Et c'est sûr que les conditions sont plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant le 7 octobre, très clairement, puisque l'image qu'on a montrée tout à l'heure le montre. Il y a une peur très claire des Palestiniens qui savent que s'ils sont arrêtés, eh bien, certaines images disponibles sur Internet peuvent être utilisées contre eux. Et donc, beaucoup de gens nous disent qu'ils ne veulent pas être reconnus. Évidemment, quand on fait de la télévision, ça rend le travail beaucoup plus compliqué. Néanmoins, il y a aussi pour certaines personnes en Cisjordanie, un sentiment que de toute manière, eh bien, ils n'ont pas réellement d'anonymat et de vie privée, puisque les caméras de sécurité sont partout en Cisjordanie. Les images sur les réseaux sociaux sont très scrutées par les autorités israéliennes. Et on a pu voir ces 6 derniers mois notamment une mentalité qui est un petit peu, pour parler familièrement, foutu pour foutu, je préfère témoigner. Beaucoup de gens nous disent ça aussi en Cisjordanie, puisque ils considèrent que c'est important pour eux quand même de témoigner de leur réalité et de leurs difficultés. Et de toute manière, eh bien, ils estiment que si les autorités israéliennes doivent avoir des informations personnelles sur eux, ces informations, elles sont disponibles. En ce sens, c'est parfois plus facile de filmer des Palestiniens en Cisjordanie qu'à Jérusalem ou à l'intérieur d'Israël, puisque à Jérusalem, les Palestiniens ont un statut un petit peu différent, un statut de résident, et en Israël, il y a 20% de la population environ qui est palestinienne. Cette population-là est plus difficile encore à filmer, puisque eux craignent plus encore des répercussions sur leur vie quotidienne s'ils sont vus en train d'être critiques vis-à-vis de ce qui se passe en Cisjordanie ou à Gaza. Parlons peut-être de comment les Palestiniens appréhendent l'avenir. Autrefois, on dirait même il y a très longtemps, on parlait d'une solution à 2 États. Ça, c'est une option qu'ils ont enterrée. Clairement, en Cisjordanie et à Gaza, à Jérusalem aussi, plus personne ne croit en l'idée d'une solution à 2 États. Alors ça date pas d'hier, mais évidemment ça s'est aggravé après le 7 octobre 2023. Les Palestiniens considèrent que la politique du fait accompli rend impossible la création concrète d'un véritable État palestinien. Et il y a aussi une défiance qui est très forte envers son propre leadership, envers l'autorité palestinienne, qui est perçue par les Palestiniens comme faible, comme corrompu profondément. Le dirigeant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est au pouvoir depuis 2005. Depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection libre. Il est l'un des plus vieux dirigeants du monde. Lors de la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays, l'autorité palestinienne s'était engagée à organiser des élections dans les 1 an qui suivraient un cessez-le-feu à Gaza, si les conditions le permettent, et cette phrase est très importante. Clairement, aucun Palestinien ne croit en cette promesse. On se rappelle qu'en 2021 aussi, il aurait dû y avoir des élections, mais qu'elles avaient été annulées faute de pouvoir les organiser, disait à l'époque l'autorité palestinienne. Alors dans ces conditions-là, pas réellement d'espoir d'un horizon meilleur pour les Palestiniens. Il y a bien cette reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays occidentaux, dont la France fin 2025, qui a été saluée par la plupart des Palestiniens, mais beaucoup nous disent quand même qu'ils jugent que c'est symbolique, que cela vient trop tard et que ça ne masque pas une diplomatie internationale qui a montré ses défaillances et sa faiblesse dans la guerre à Gaza.
Merci beaucoup Claire Duhamel. Ce document, donc reporter à découvrir sur nos antennes le 14 mars. Je crois, d'ici là, il faudra patienter un peu. Merci pour ce décryptage.